Il y a eu un intérêt dans beaucoup de milieux à recréer et à alimenter les tensions Est-Ouest. Parce que si l'OTAN perdait sa signification, c'est évident que des milliers d'emplois à l'OTAN étaient en danger. Lorsque le président Eisenhower a quitté la Maison-Blanche, il a dit qu'il craignait que les États-Unis se laissent dicter leur politique étrangère par le complexe militaro-industriel. Eh bien, on est en plein là-dedans. Qui parle de paix aujourd'hui? Il y a eu une sorte de domestication du discours guerrier qui est très inquiétant. Tous les journaux disent la même chose. Que l'Ukraine a besoin, ça n'est pas de conseils, mais c'est d'armes, d'armes, d'armes. En première page. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour Madame Rodriguez. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Je vous reçois aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève pour parler des conflits géopolitiques actuels. Vous êtes un diplomate suisse expérimenté. Vous avez consacré près de 40 ans au département fédéral des affaires étrangères en Suisse, exerçant dans des postes stratégiques un peu partout dans le monde. Vous avez récemment publié aux éditions Slatkin un livre intitulé « Une vie au service de mon pays », dans lequel vous partagez vos expériences et réflexions sur votre carrière diplomatique. Vous êtes reconnu pour votre analyse critique. Vous questionnez sans détour l'influence de l'OTAN sur la Russie, par exemple. Vous questionnez les politiques d'Israël sous Netanyahou récemment. Dans un premier temps, je vous propose qu'on commence par le conflit russo-ukrainien pour qu'on aille un peu dans un ordre chronologique en lien avec les classements des conflits. Dans vos interventions, vous êtes très critique envers l'OTAN, qui, avant l'invasion de 2022, selon vos dires, a agi comme un boa autour de la Russie, a vraiment enserré le pays, provoquant un sentiment de menace. J'aimerais que dans un premier temps, vous nous expliquiez un peu ce que vous entendez par ce sentiment de menace qui a été créé en fait avant 2022. Oui, écoutez, d'abord merci infiniment pour pour m'avoir invité. Et c'est avec plaisir que je vais au-devant de cet échange avec vous sur ces sujets-là qui sont d'une très grande importance. Je pense que c'est assez simple d'expliquer ce phénomène du boa. Plus les années ont passé, depuis la fin de la guerre froide, plus les frontières, si vous voulez, de l'OTAN se sont rapprochées de la Russie. Et je crois qu'à plusieurs occasions, M. Poutine a clairement fait comprendre qu'il y avait une limite à ne pas franchir. Je pense que le sommet de l'OTAN de 2008 à Bucarest a été assez décisif dans la mesure où, sous la pression des États-Unis, on a clairement dit que la vocation de l'Ukraine et de la Géorgie était d'entrer dans l'OTAN. Alors oui, certes, je sais que les Européens de l'OTAN, l'Allemagne notamment et la France, ont essayé de jouer de la pédale douce en disant non, c'est trop tôt, etc. Mais dans le communiqué final que j'ai lu avant notre entretien, on voit clairement qu'on invite l'Ukraine et la Géorgie à joindre l'OTAN. Alors, très simplement, pour vous expliquer en quoi consiste ce phénomène du boa, imaginons que sur le continent américain, l'Amérique du Nord, que le Mexique entre dans une alliance militaire avec la Chine ou avec la Russie, et que ce qui s'est passé en Ukraine via les États-Unis et l'OTAN se passe au Mexique avec la Russie et avec la Chine. Je suis convaincu qu'il n'y aurait plus de Mexique. Il convient quand même de rappeler que l'adhésion à l'OTAN, c'est une démarche qui est volontaire. Je voulais juste voir ça avec vous. Les États souverains d'Europe de l'Est, à l'époque, ils étaient désireux de renforcer leur sécurité face à une menace qui était perçue, notamment après justement l'annexion de la Crimée en 2014. Est-ce que la menace d'une potentielle agression russe qui pesait à l'époque sur les États, elle ne justifie pas justement cette coalition défensive que vous critiquez beaucoup? Oui, à la fin de la guerre froide, donc à la fin des années 90, ou plutôt au début des années 90, il y avait deux options possibles en termes de sécurité collective pour l'Europe. Soit on suivait les conseils ou les avis de M. Gorbatchev et aussi soutenu à cette occasion par M. Mitterrand et d'autres aussi en Europe, de reconstruire une sécurité collective européenne sur de nouvelles bases. Puisqu'il n'y avait plus de pacte de Varsovie, il aurait été logique au fond que l'OTAN disparaisse si on veut, mais enfin soit remplacée par une structure, une architecture de sécurité collective entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale et la Russie, à terme aussi. Alors, l'autre option, c'était une option, je dirais, de confrontation. Alors, dans cette option de confrontation, l'OTAN continue à exister et se renforce et de plus en plus se dirige où? À l'Est, contre la Russie. Alors forcément, dans cette option de confrontation, les ex-États satellites de l'URSS
ont éprouvé le besoin de se mettre sous la protection de l'OTAN. Mais tout ça signifiait qu'on avait choisi, au fond, une dynamique de confrontation. Et c'est pour ça, alors je comprends très bien les pays qui souhaitent se mettre sous le parapluie de l'OTAN, mais en même temps, cette dynamique de confrontation ne renforce pas leur sécurité, puisque la sécurité de tous est mise en danger, de l'Europe occidentale également. On aurait pu, au fond, prendre un autre virage, et on aurait pu créer quelque chose qui n'a jamais existé sur le continent, une réunion de l'Est et de l'Ouest dans une nouvelle stratégie de sécurité collective. Et qu'est-ce qui explique que ça ne s'est pas fait, justement? Alors, il y a plusieurs explications. Je pense qu'il y a la force de l'inertie aussi. Je me rappelle que dans ces années-là, je dirigeais le département ou la division de la sécurité internationale au ministère suisse des Affaires étrangères. Nous nous réunissions dans une fraternité retrouvée. Il y avait des représentants de think tank russes, il y avait des représentants du ministère russe des Affaires étrangères, de la Défense, des Américains, de l'OTAN, des grands pays européens de l'OTAN. Et nous avions plusieurs séminaires et le soir, lorsque on fendait l'armure, on se rendait bien compte que tout le monde espérait que cette fraternité puisse redémarrer. Mais il y avait certains parmi nous qui nous mettaient en garde en disant que finalement à Moscou et à Washington, pour résumer, à Bruxelles aussi forcément, les spécialistes de la guerre froide occupaient toujours les bureaux. Donc eux fonctionnaient en termes de guerre froide. Et que si on y prenait garde, ils pourraient reconstituer tout ça. En plus, les représentants de l'OTAN ne nous cachaient pas qu'ils avaient très peur pour leur job, pour leur emploi. Parce que si l'OTAN perdait sa signification, ou je veux dire, si les tensions en Europe diminuaient à tel point que l'OTAN n'avait plus de raison d'être, alors à ce moment-là, c'est évident que des milliers d'emplois à l'OTAN étaient en danger. Donc je veux dire par là qu'il y a eu un intérêt dans beaucoup de milieux à recréer et à alimenter les tensions Est-Ouest. Et au fond, on en est là maintenant parce que ce sont ces gens-là qui ont prévalu. Certains vous répondraient qu'il n'y a pas seulement l'Occident qui a contribué à alimenter ces tensions Est-Ouest, mais que la Russie également, et vous allez me dire ce que vous en pensez, a participé à cette confrontation. On pense par exemple au discours de Vladimir Poutine à Munich en 2007, qui a marqué un tournant dans la rhétorique russe vers une confrontation, selon certains experts, avec l'Occident. À cette époque, la Russie, elle avait encore des opportunités de s'intégrer dans l'ordre international, et d'aucuns disent qu'elle a choisi d'exploiter, disons, la voie de l'agression. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais oui, tout à fait. Ce que je vous dis n'est pas... Je ne suis pas en train de vous dire que Poutine est un ange, que la Russie est le pays de bisounours. Non, pas du tout. Mais il se trouve que dans cette compétition, la partie la plus forte et la plus, je dirais, agressive quand même, entre guillemets, c'était l'Ouest, c'était l'OTAN. C'était tout à fait évident. C'est évident que le discours de Munich de M. Poutine indiquait clairement que la Russie était en train de mal réagir à ce qu'elle interprétait comme une poussée assez agressive en direction de ses frontières. Vous savez, la sécurité est indivisible. Il ne suffit pas de ne rien changer apparemment et de dire que sa politique est tout à fait amicale, en l'occurrence de la part de l'Ouest, à l'égard de la Russie, pour que la Russie réagisse comme ça. En géopolitique, il faut être capable d'empathie. Il ne faut pas seulement renforcer son propre camp contre un autre, il faut aussi essayer de se mettre à la place de l'autre. Et il était absolument clair que pendant toutes ces années, si on voyageait à Moscou, moi j'étais souvent à Moscou dans le cadre de mes activités officielles, on se rendait compte que les Russes, de plus en plus, se sentaient mal. Se sentaient mal pourquoi? Eh bien, parce qu'ils interprétaient que, contrairement à la phraséologie, au discours, en réalité, les actes posés par l'OTAN étaient des actes qui étaient de moins en moins amicaux par rapport à eux. Et je citerai aussi la Yougoslavie, à la fin de la Yougoslavie. Je crois que les Russes ont compris que la politique de l'Occident à leur égard n'était définitivement pas amicale lorsque les bombes ont commencé à tomber sur la Serbie et sur Belgrade. Là, ils ont compris que l'Occident avait une stratégie tout à fait de confrontation à l'égard de l'Est. Et c'est là où ils ont établi une nouvelle stratégie à l'égard de l'Ouest. Et c'est une stratégie de contre-confrontation, de contre-pression. Et malheureusement, on en est là aujourd'hui. Oui, vous dites aussi dans certaines de vos interventions que les médias et le complexe militaro-industriel a exacerbé la situation conflictuelle, notamment en Ukraine,
en créant un climat de propagande comparable à celui d'avant la Première Guerre mondiale. J'ai été très surprise quand j'ai entendu ça, je me suis dit que c'était quand même sérieux en fait comme affirmation, parce que les médias en fait ils jouent aussi un rôle crucial, ils documentent les atrocités, les violations des droits humains, notamment par les forces russes. Est-ce que vous ne pensez pas que cette documentation elle est quand même essentielle pour informer le public ? Oui, vous avez entièrement raison, si c'est de l'information, mais là ce n'était plus de l'information, c'était de la propagande. Pourquoi de la propagande? Vous savez, prenons le cas de la Suisse, lorsque de Zurich à Genève, tous les journaux disent la même chose. Lorsque le principal quotidien genevois enjoint l'Allemagne à envoyer enfin des chars Léopard à l'Ukraine, lorsque la NZZ de Zurich dit ce que l'Ukraine a besoin, ça n'est pas de conseils, mais c'est d'armes, 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 en première page. C'est tout à fait nouveau. Alors moi je compare à 1914, oui, parce qu'en 1914, et pourquoi je le compare à 1914, c'est parce que j'estime que nous sommes dans une situation non seulement volatile, mais extrêmement dangereuse. Parce que par rapport à 14, on a les armes nucléaires en plus. Mais en 14, tout le monde se réjouissait, pour résumer, de la guerre. Les dirigeants, les peuples, la presse, tout le monde allait à la guerre ou se préparait à la guerre, la fleur au fusil. Alors cette époque, notre époque aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait la même chose, mais on s'est rendu compte que dès février 2022, les leaders européens ont adopté, européens surtout, alors que ce n'était pas du tout leur cas avant, adopté un langage guerrier. Ils parlent comme des généraux qui veulent en finir avec Poutine, il faut que la guerre, etc., etc. Par contre, par rapport à 14, les peuples européens de l'Ouest ne sont pas du tout prêts à la guerre, ne veulent pas la guerre, on le sent. Il suffit de se promener dans les rues de Genève, ou de Zurich, ou de Paris, ou Londres, et pour se convaincre que ces peuples-là, européens, ne résisteraient pas très longtemps, psychologiquement et physiquement, à une guerre. Donc on est en partie comme en 14, mais heureusement pas complètement, parce qu'il n'y a pas de poussée populaire en faveur des guerres. Mais pour répondre à votre question concernant la presse, je pense que vous rappelez que la guerre en Irak du président George W. Bush avait suscité aux États-Unis une sorte de coalition totale de la presse. La presse américaine reprenait les communiqués de la Maison-Blanche et n'avait plus d'esprit critique. Les Européens, les journalistes européens s'en sont moqués, s'en sont gaussés. Eh bien, aujourd'hui en Europe, on se rend compte que comme à l'époque la presse américaine, toute la presse européenne, à de rares exceptions près, soutient la guerre et veut profiter d'en finir avec Poutine et la Russie. Alors quand on leur demande comment, ils ne vous répondent pas. Oui, c'est intéressant. C'est comme s'il y avait une sorte d'injonction constante à attaquer, à s'en prendre à l'autre. Il y a ce manque d'empathie, en fait, qui semble être un symptôme un peu de notre époque, que vous disiez tout à l'heure. Absolument. Mais je crois que ce manque d'empathie n'est pas un hasard, parce qu'en réalité, il y a à l'Ouest des architectes de la détention. Il y a à l'Ouest des gens qui veulent... Et c'est ça qui me désole en quelque sorte, parce que je comprends bien que la géopolitique planétaire, les États-Unis ont leurs propres intérêts. Et que la Russie, il suffit de lire le livre de Brzezinski de 1996, la Russie est un potentiel acteur qui pourrait contrevenir ou les empêcher de tourner en rond, si vous voulez. Avec la Chine, bien entendu, et d'autres. Mais la Russie sans l'Ukraine, et Brzezinski l'expliquait très bien, ça n'est plus une puissance planétaire. C'est ce qu'appelait Obama une puissance régionale. Et d'ailleurs, 2010-2011, lorsque Obama a dit que la Russie, au fond, n'était plus qu'une puissance régionale, il n'a pas aidé non plus à faire redescendre les tensions. Parce que la Russie a bien compris que les objectifs américains étaient de la traiter comme une puissance régionale. Mais les Européens auraient pu dire aux Américains, à leurs alliés américains, que leurs intérêts sont différents. Les intérêts des Européens, c'est de trouver une sécurité collective sur l'ensemble du continent, parce que la Russie, qu'on le veuille ou non, restera notre voisine. On ne peut pas l'enlever de là où elle se trouve. Les Américains ont une autre vision, ils ont une vision beaucoup plus planétaire et globale, mais l'Europe a tout intérêt, au lieu de s'armer maintenant jusqu'aux dents pour je ne sais combien de générations à venir face à la Russie, intérêt à trouver un terrain d'entente et à reconstituer une architecture de sécurité collective qui nous permettra à tous nos pays d'utiliser nos budgets non pas pour acheter des armes
mais dans des objectifs et des objectifs sociaux. Vous en avez rencontré, vous parliez de ces architectes des tensions. Vous avez des noms en tête ou vous en avez connu personnellement, des personnes qui ont justement des intérêts à la guerre? D'abord les marchands de canons. C'est évident que les marchands d'armes et de canons aujourd'hui se frottent les mains et se remplissent les poches. Donc eux, en théâtre. C'est pour ça qu'on parle toujours du complexe militaro-industriel. On l'utilise moins aujourd'hui. Mais j'aimerais rappeler que lorsque le président Eisenhower a quitté la Maison-Blanche, il a fait un discours étonnant et intéressant. Il a dit, début des années 60, il a dit qu'il craignait que les États-Unis se laissent dicter leur politique étrangère par le complexe militaro-industriel. Kennedy n'a rien dit d'autre, il a dit la même chose. Eh bien, on est en plein là-dedans. On est maintenant dans une situation où on se rend compte que ce sont les intérêts militaires. Tout le monde y va, d'analyse de champs de bataille, d'utilisation d'armes. Il y a une sorte de banalisation des armes et des pires parmi les armes nucléaires, qui est effrayant, absolument effrayant. En venant vous trouver, j'ai lu que la Suisse, dans un communiqué qui se veut totalement anodin, annonce que notre armée de l'air fera dès demain ou après-demain des exercices avec les avions américains qui vont décoller de leur base en Italie et faire des exercices militaires avec nos avions. Et on présente ça comme quelque chose de tout à fait normal pour nous préparer au pire, etc. Donc il y a eu une sorte de domestication du discours guerrier qui est très inquiétant. Parce que, vous savez, plus on parle de guerre comme quelque chose une alternative tout à fait possible, plus on la rend aussi possible. Et c'est très inquiétant. Qui parle de paix aujourd'hui ? Qui parle de paix? La Suisse pourrait le faire, mais peut-être qu'on en parlera, mais la Suisse neutre, la Suisse dépositaire des conventions de Genève, devrait, matin, midi, soir, rappeler la nécessité de faire la paix. On ne va pas faire cette guerre jusqu'à la fin de l'humanité, la fin des siècles. Ça n'est pas concevable. Vous êtes très critique d'ailleurs par rapport à cette neutralité suisse. Dans plusieurs de vos interventions, vous rappelez que la Suisse est en train de s'éloigner progressivement de cette facilité qu'elle avait par le passé à agir justement comme un État neutre. Là, elle n'est plus une architecte de la paix, selon vous, c'est juste? Non, et puis on parle de neutralité de plus en plus au passé. On a l'impression que la neutralité n'est plus présente que dans les livres d'histoire. Parce que tous les jours, on se rend bien compte que notre marche vers l'OTAN devient de plus en plus naturelle. C'est comme si c'était l'objectif ultime, naturel, d'adhérer à l'OTAN. Mais comme vous savez, on a la chance, des fois l'histoire nous donne des opportunités, des occasions extraordinaires. On aura dans les mois qui viennent une votation sur une initiative populaire. Et si le peuple suisse et les cantons disent oui, alors la neutralité sera inscrite dans notre Constitution. Ça ne sera plus possible de jouer avec elle, comme on l'a fait maintenant depuis 3 ans. Ce serait quelque chose d'intéressant. Absolument. Je pense, ouais. Est-ce que vous parlez de cette architecture de la paix, elle se profile quand même à l'horizon, cette possibilité que les États un jour aillent vers cette paix et diminuent progressivement les tensions qui ont cours? Ou est-ce que vous voyez des espoirs, des États qui se proposent à résoudre? C'est une question centrale, c'est une question essentielle. Je ne peux pas vous répondre non, ça n'est pas possible. Ce serait perdre tout optimisme dans l'avenir de l'humanité. Vous vous rendez compte que l'hémisphère nord, qui rassemble le plus de missiles nucléaires, on peut détruire 8-9 fois le continent européen. C'est absurde d'imaginer que cet hémisphère-là est condamné à vivre avec des tensions qui peuvent à tout moment déraper. Une crise comme on la connaît en Ukraine aujourd'hui, il y a des phases dans un développement de la crise où elle risque d'échapper aux acteurs. Vous savez, lorsque le président français, sous la forme de la plaisanterie, dit qu'il va envoyer, il disait des soldats à Odessa pour soutenir l'Ukraine, lorsqu'il parlait aussi l'année dernière de mutualiser les armes nucléaires françaises avec les États baltes, avec je ne sais qui, la Pologne et tout, on vit une période d'une dangerosité incroyable. Elle n'a jamais été aussi dangereuse, et peut-être je pense qu'elle est plus dangereuse encore que les fusées de Cuba. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Cuba, on a eu la chance d'avoir quand même un président des États-Unis et un premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, M. Khrouchtchev. C'était 2 personnes qui ont compris tout de suite les enjeux et qui se sont trouvés, on l'a appris bien plus tard, Kennedy a retiré les missiles nucléaires de Turquie et les Russes de Cuba. Mais là maintenant, il y a beaucoup trop d'acteurs, il y a beaucoup trop de langage toxique
qui est perceptible. On entend partout des langages de guerre, des langages guerriers. On entend les services anglais de renseignement allemands qui nous disent que la question n'est pas s'il y aura une guerre avec la Russie, mais quand. Alors ça rentre dans la tête des gens. Et je sais que dans la propagande de guerre aujourd'hui, enfin depuis, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est depuis des dizaines d'années, on maîtrise des techniques. D'abord, il faut rentrer dans la tête des citoyens, et puis quand on leur rend la guerre inévitable, voire même souhaitable, pour en finir avec un ennemi qui de toute façon voudra nous manger, alors les gens acceptent la guerre. Et tout ça fait que ça devient de plus en plus dangereux. Alors oui, il faut, et la Suisse, j'appelle de mes voeux un pays comme la Suisse, de rappeler qu'on doit retrouver des formules pour vivre ensemble. On n'a pas le choix. Essayons de zoomer et de nous élever bien au-dessus de la terre et de regarder cette communauté humaine qui passe l'essentiel de son argent et de ses moyens et de son temps à s'entretuer. Ça vous paraît normal ? Non, ça n'est pas normal. Et maintenant, l'état de guerre est de plus en plus vendu comme une situation normale, pas à cause de nous, bien entendu, à cause de l'ennemi. C'est l'ennemi qui est terrible. Il faut démoniser l'ennemi pour que nos gens à nous acceptent tout simplement de dépenser une bonne partie de leur budget pour des entreprises de guerre. Non, il faut nous retrouver et il faut cesser de procéder à des raccourcis historiques. Non, Poutine n'est pas Hitler, malgré tout ce qu'on entend matin, midi et soir. Merci en tout cas pour cet appel à la paix, c'est très important et salutaire dans le monde dans lequel on est. Appeler les gens à trouver des formules pour vivre ensemble, c'est vraiment important. Je vous propose qu'on passe maintenant au conflit israélo-palestinien. Justement, on parle d'architecte de la guerre, il semble y en avoir un, en tout cas dans ces contrées. La politique de Benjamin Netanyahou est très critiquée en ce moment. Vous, en l'occurrence, vous la qualifiez d'intransigeante et responsable du radicalisme en Israël. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ? Ben oui, je pense, vous parlez de M. Netanyahou. M. Netanyahou, il se trouve que je l'ai connu lorsque j'étais en poste en Israël au début des années 90, et il était déjà intransigeant. Il nous disait, il était numéro 2 aux affaires étrangères, et il nous disait clairement qu'Israël, pour autant qu'il ait de l'influence, ne rendra aucun pouce de son territoire à la Syrie, et qu'Israël n'accepterait jamais la solution des 2 États. Donc c'était clair dans son esprit. Alors il se trouve que maintenant, M. Netanyahou est en grande difficulté judiciaire en Israël, politique aussi, et que sa seule survie, c'est de continuer la guerre. Parce qu'il sait que si la guerre s'arrête, eh bien sa carrière politique et sa vie d'homme libre aussi peut-être s'arrêtera aussi. Donc c'est une conjonction de circonstances tout à fait effroyables. En plus de ça, on parlait de l'Ukraine, mais on parle de la région du Moyen-Orient et de cette guerre, de cette crise palestino-israélienne. Ça dure bientôt un siècle, hein, et il n'y a aucune solution qui se pointe à l'horizon. On ne sait pas comment résoudre. On sait très bien comment il faudrait résoudre, mais la volonté israélienne qui s'est radicalisée, comme vous dites, au niveau de l'ensemble du pays d'ailleurs. Lorsque j'étais en Israël, le mouvement échange territoire contre la paix, il y avait beaucoup de partisans. Aujourd'hui, les Israéliens avec lesquels je suis resté en contact me disent que ces gens-là sont inaudibles. Personne ne les entend. Parce que le 7 octobre a soudé la nation israélienne, et je comprends, c'était effroyable, le 7 octobre était une chose tout à fait effroyable, mais les Israéliens se sont mis dans une situation où tout indique qu'ils ne peuvent plus éprouver de la compassion pour la communauté palestinienne. Et ça, c'est très grave, parce que si vous n'avez pas cette empathie, de nouveau, si vous n'avez pas cette compassion, du fort au faible, parce que depuis 80 ans maintenant, les Palestiniens sont les faibles dans cette constellation, vous n'avez pas la possibilité de chercher une solution définitive pour la paix. On a quand même pas mal d'experts qui soulignent, par rapport à ce que vous venez de dire, que Netanyahou souhaite avant tout garantir la sécurité d'Israël en agissant de la sorte, que si les États voisins, c'est leur argument, vous me direz ce que vous en pensez, si les États voisins étaient déterminés à faire la paix avec Israël, alors la question de la guerre ne se poserait pas en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Lorsque j'étais en Israël, les Israéliens favorables à la paix, il y en avait quand même pas mal, beaucoup plus que maintenant, et les Palestiniens nous disaient le problème avec Israël, c'est qu'Israël veut toujours nous déclarer la paix.
Il voulait dire par là que ce n'était pas une paix de compromis, une paix de négociation, c'était une paix imposée. Voilà. Alors, Israël, si vous regardez les activités de l'ensemble de la société israélienne, leurs footballeurs ne jouent pas avec les footballeurs de la région, mais ils jouent dans le groupe européen. Ainsi de suite. Je veux dire, Israël, à partir du moment où elle n'a pas soutenu une solution à la question palestinienne, Israël est toujours perçu comme un élément étranger dans la région. Alors, la meilleure paix pour Israël, paix permanente, serait effectivement de régler la question palestinienne et puis ensuite d'être accepté par les États de la région. Il y a déjà un accord, comme vous savez, une reconnaissance avec l'Égypte, avec la Jordanie, etc. Avant le 7 octobre et ce qui se passe à Gaza depuis, on sait que les accords d'Abraham allaient rapprocher l'Arabie saoudite avec les Émirats, etc. Maintenant, tout est arrêté puisque la question palestinienne qui avait disparu des écrans, évidemment, est revenue maintenant et elle occupe tout l'écran, ou une bonne partie de l'écran, et ça empêche les pays arabes, les autres pays arabes, de continuer leur rapprochement d'Israël. Non, Israël, Netanyahou a placé Israël dans une stratégie de la confrontation. Il frappe partout, au sud Liban, à Gaza, en Iran, etc. Et là aussi, c'est comme pour l'Europe, on parlait de l'Europe. Je ne pense pas que l'avenir de mes amis israéliens que je connaissais très bien et que je connais toujours, soit de vivre avec des armes sous leur lit et toujours en état de se battre. Non, la paix finalement, c'est la meilleure des garanties de vivre en paix. Et on l'oublie. Peut-être que d'aucuns vous répondraient qu'avec justement le Hamas actuellement au pouvoir en Palestine, il est difficile de faire autrement que de vivre en ayant des armes sous le lit. Alors comment est-ce qu'on règle cette question palestinienne selon vous, si ce n'est en attaquant avec des bombes? Quelle serait la solution pour Israël? C'est comme pour l'Ukraine. Les commentateurs aujourd'hui dans les grands journaux, je pense à Paris, au Point, au Monde, mais en Suisse c'est la même chose, ne font pas comme les médecins. Vous savez, lorsqu'un spécialiste a identifié un problème médical sur une personne, il étudie le terrain, comme on dit. Il essaie de voir si cette tumeur ou autre chose vient d'autres facteurs. Et il essaye de voir l'ensemble du corps. Pour les pays, c'est la même chose. Alors moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est de voir les commentateurs qui professent et qui disent des choses fort intelligentes sur la guerre en Ukraine, sur la guerre au Moyen-Orient, mais qui refusent de remonter, qui refusent de contextualiser. Le Moyen-Orient n'a pas commencé le 7 octobre 2023. L'Ukraine n'a pas commencé en février 2022. Il faut regarder l'ensemble du contexte historique. Oh, je sais que ceux qui ne veulent pas qu'on le fasse nous interdisent de contextualiser parce qu'ils ont l'impression que finalement on enlève un petit peu de la culpabilité à la Russie, à Poutine, etc. Or, il se trouve que dans toute cette affaire, que ce soit le Moyen-Orient et l'Ukraine, les responsabilités sont largement partagées. Largement partagées. Alors, pour être très très court sur la question palestino-israélienne, si il y avait un État palestinien, il n'y aurait pas eu de 7 octobre. Et il n'y aurait pas eu toutes les autres atrocités qui se sont produites après, les bombes, etc., et les 40 000 morts à Gaza. Et il n'y aurait pas non plus de raison d'avoir un Hezbollah au Liban qui est devenu si fort qu'il pouvait effectivement envoyer des missiles sur Israël. La non-résolution de la question palestinienne a permis à ces organisations terroristes de perdurer. J'aimerais juste ajouter aussi qu'une organisation terroriste l'est aussi longtemps qu'elle n'est pas devenue une armée régulière. Avant 1948, le Irgun, c'était le Hamas israélien, juif, qui lançait des bombes partout contre les Anglais, etc., pour favoriser la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël a été créé, et cette Irgun, c'est devenu Tsahal, c'est devenu l'armée, apparemment, ils le disent, l'armée la plus morale du monde. Bon, il y a pas mal de personnes qui en doutent, mais je veux dire, on peut très bien imaginer que les organisations terroristes palestiniennes, je pense à Arafat aussi à l'époque, dans un État palestinien qui aurait été constitué, soit devenue l'armée régulière de l'État de Palestine. Non, c'est la non-résolution de la question palestinienne qui est à l'origine de tous ces problèmes que nous affrontons aujourd'hui. Peut-être que
Certains experts vous répondraient, je me mets toujours à la place de ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec cette vision-là pour voir comment vous leur répondriez. Vous répondrez que si on avait créé un État palestinien, ils vous poseraient la question en fait, est-ce que le Hamas se serait arrêté là? On sait qu'ils ont des champs par exemple de la rivière à la mer, la Palestine sera à nous, donc ça sous-entend aussi l'annihilation de l'État juif d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que si la Palestine avait un État propre à lui, qu'il soit vraiment dans ses frontières et qu'on respecte son autodétermination, le Hamas s'arrêterait là? Ou est-ce que justement, comme ils sont assez vindicatifs, il se pourrait qu'ils en demandent plus au point de chasser peut-être les Juifs de leur territoire? C'est une question quand même épineuse. Alors, moi, quand j'étais en poste en Israël, ma responsabilité principale était les contacts avec les Palestiniens. J'allais chaque semaine à Gaza. Je passais par Erez Israël, par les checkpoints, etc. Et j'ai bien connu les premiers leaders du Hamas. C'était une toute petite organisation. Je ne vous apprends rien en disant que le Hamas a été créé pratiquement par l'État d'Israël. C'est l'État d'Israël qui a voulu créer un contrepoids à Arafat, à l'OLP d'Arafat. En tout cas, ils ont soutenu. Oui, mais même plus que ça. L'argent venait des services secrets, etc. Et les leaders que je rencontrais à Gaza me disaient que sans l'aide israélienne, ils n'auraient jamais pu se créer et se développer. Alors pour répondre à votre question, non, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous assurer, mais je pense quand même que dans un État palestinien qui fonctionne, je ne peux pas exclure qu'il y a eu des coups d'État, qu'il y aurait eu des organisations X ou Y qui ne jouent pas le jeu. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en l'absence de l'État palestinien, le terrain est très favorable à toutes ces organisations extrémistes et terroristes, c'est sûr. Peut-être qu'effectivement, en rendant aux Palestiniens ce qu'ils demandent, Oui, vous connaissez l'histoire de l'État d'Israël, 48, création de l'État d'Israël. À ce moment-là, il aurait fallu, l'ONU voulait créer 2 États. Hein? Et puis, bien sûr, les Arabes ont refusé l'État israélien, donc ils ont déclaré la guerre, ça c'est clair, ce qui a permis à Israël de s'agrandir et tout. C'est évident que les Arabes ont commis énormément d'erreurs, aussi, tout au long de l'histoire, mais la responsabilité de l'Occident était de créer 2 États. Vous savez, la Shoah, 6 millions de morts pendant la guerre mondiale dans les camps de concentration allemands, hein, a amené l'Occident dans sa totalité, et l'Allemagne en premier, à soutenir à fond l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël. Mais ils ont mal compris leur mission, à mon avis, parce qu'ils auraient dû créer un État palestinien en même temps. 2 États. Parce que autant les Juifs étaient chez eux en Palestine, autant les Palestiniens aussi. Donc ça n'était pas possible de favoriser, si vous me passez l'expression, un des 2 camps ou un camp contre l'autre. Il aurait fallu, ou alors c'était de maintenir en vie, si vous voulez, une bombe à retardement qui régulièrement saute et incendie et crée des morts. Tant que la question n'est pas réglée, ça sera toujours comme ça. Moi j'étais il y a 40 ans dans le pays. Eh bien, je vous dis qu'aujourd'hui la situation est pire qu'il y a 40 ans. Et pourtant, après la première guerre du père Bush en Irak, on pensait que la Pax Americana allait permettre aux Américains de forcer Israël à accepter une solution et d'accepter un 2e État palestinien. Après, il y a eu les accords d'Oslo. On était très optimistes à l'époque. Mais tout s'est écroulé. Et maintenant, on a en Israël un monsieur Netanyahou qui vit de la guerre, qui vit des tensions, qui vit de la violence. Et je vous rappelle aussi que dans son gouvernement, pour se maintenir au pouvoir, il a dû accepter des ministres que des professeurs israéliens, des historiens israéliens disent néo-nazis. Je les cite. Donc, à partir de là, on voit bien que la recherche d'une solution n'est plus du tout une priorité, malheureusement. Néo-nazi, ça veut dire quoi exactement? Alors, d'extrême droite. D'extrême droite. Alors, je vous donne l'auteur de cette qualification. C'est le professeur Daniel Blattman, professeur grand spécialiste de la Shoah à l'Université de Jérusalem et grand spécialiste de l'Allemagne nazie. Et il a donné une interview à Haaretz. Il la ferait plus maintenant, il la ferait différemment peut-être, parce que les tensions sont telles en Israël qu'il pourrait risquer sa vie en disant des choses pareilles. Mais il a donné une interview en février 2022, si je ne me trompe pas, et il a utilisé ce terme-là, en disant que la dérive israélienne de Netanyahou l'inquiétait énormément parce qu'elle lui rappelait l'Allemagne des années 30. Et la présence de ministres d'extrême droite dans le gouvernement n'était pas une chose aussi très positive. Bien sûr que non.
Un dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la question du terme génocide qui est utilisé par certains experts, comme vous d'ailleurs, il me semble que vous l'avez utilisé, je ne veux pas me dire de bêtises. Donc vous parlez d'un projet génocidaire qui vise à vider Gaza de ses habitants et à les déplacer vers l'Égypte. On a de nombreux analystes qui estiment que les actions militaires d'Israël, bien que disproportionnées, elles ne relèvent pas d'une intention génocidaire, mais plutôt d'une volonté de se défendre face à des voisins qui proclament haut et fort leur désir d'annihiler l'État juif. Est-ce que l'emploi du terme génocide pour cette situation n'est pas un peu fort? Est-ce que ça risque pas de diluer le sens des véritables génocides qui ont eu lieu dans l'histoire où il y avait vraiment la question de l'ethnie, de la race qui était en jeu? Oui, alors le terme de génocide, je rappelle que la Cour pénale internationale et la Cour de justice internationale ont condamné Israël sur la base de prémices génocidaires. Les deux cours ont utilisé le terme. Moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire de se battre sur la qualification, sur l'appellation de génocide. Lorsque j'étais en Afrique, je me souviens que lorsque le génocide du Rwanda a commencé, à la Commission des droits de l'homme ici à Genève, il a fallu des mois pour se mettre d'accord sur ce qui se passait au Rwanda. Est-ce que c'est un génocide? Est-ce que c'est des... Voilà. Et à la fin, quand le génocide était pratiquement terminé, ils ont dit oui, c'est un génocide. Non, le problème, génocide... Alors, les Israéliens disent, comme vous dites, qu'il a fallu réagir au 7 octobre. Mais au Liban, ils ont fait des choses très ciblées. Ils n'ont pas tué 40 000 civils, enfants, grand-mères, grands-pères, enfin, des gens qui n'avaient rien à faire avec le Hamas, à Gaza. Alors, moi, je pense que c'est une entreprise. On veut vider la bande de Gaza de ses habitants. Oui, ça, je crois que c'est absolument clair. J'ai vu des papiers, qui étaient écrits au sein du Likoud, le parti de M. Netanyahou, qui disaient que l'occasion est unique pour enfin renvoyer nos colons à la place des Gazaouis et transférer les Gazaouis peut-être dans le désert du Sinaï, en Égypte, payer. Ils avaient même chiffré à quelques milliards la construction d'immeubles locatifs, un etc. projet immobilier. Oui, quoi. alors ils ne voulaient pas tous les tuer, mais ce qu'ils voulaient, c'était vider. Mais quand on tue 40 à 50 000 personnes d'une population d'1,5 million, 2 millions, sur un tout petit territoire, c'est même pas grand comme le Valais, hein, Gaza, c'est vraiment tout petit, je pense que là, il y a certainement, et ça n'est pas difficile à prouver, une volonté, certains disent génocidaire, mais tout simplement de nettoyage ethnique. Hein. On veut renvoyer une population qui a vécu toujours là. Et ça, c'est d'une gravité extrême. Et je pense que c'est en train de recréer pour des générations une haine de nouveau. Et ça ne va pas faciliter la recherche d'une solution. Ça va au-delà du simple désir de se protéger, vous dites. Ah mais complètement, je veux dire. Alors par rapport au Hezbollah au Liban, ils ont voulu se protéger. Mais ils ont, vous vous rappelez, ces pagers, ces beepsers qui ont explosé, etc. C'était vraiment des membres qui étaient dans le rouage du Hezbollah qui ont été frappés. Aussi les bombes au sud, dans les quartiers sud de Beyrouth. Mais à Gaza, non. À Gaza, on a anéanti tout le monde. C'était vraiment un tapis de bombes. On disait aux habitants même de se déplacer, d'aller ailleurs, et puis après on attaquait cet ailleurs. Enfin, 40 à 50 000 morts, c'est quelque chose d'inouï. Ouais, c'est quelque chose d'inouï, ça. Aucun projet sécuritaire ne peut justifier ça. Aucun. D'ailleurs, il y a même en Israël des intellectuels qui se sont posés la question. Vous vous rappelez, le 7 octobre, le 8, on s'est posé la question, mais comment se fait-il qu'Israël a permis toutes ces attaques du Hamas? Parce que les dispositifs de sécurité contre la bande de Gaza tout le long étaient tellement forts, tellement puissants, qu'on ne peut pas imaginer ces milliers de soldats du Hamas ont pu sauter, s'attaquer à cette rave party, aller dans les kibbutz et tout. Certains ont même posé la question, est-ce que ça n'était pas la recherche du casus belli qui permettrait après d'attaquer et puis surtout de vider la bande, oui. Merci en tout cas pour ces perspectives intéressantes et nouvelles. Merci d'avoir mis en évidence le manque d'empathie dont fait preuve notre société. Je crois que c'est vraiment ça qui ressort à l'heure actuelle avec toutes ces guerres. Et puis cette proposition pour trouver des formules pour vivre ensemble, je crois que c'est important, donc je vous remercie. Tout à fait, moi aussi. Et vous savez peut-être, pour ma part, pour terminer totalement, on a cette fameuse expression, si tu veux la paix, prépare la guerre. On l'entend jour et nuit. Eh bien moi, je trouve qu'il faut changer la formulation. Si on veut la paix, il faut préparer la paix. Merci beaucoup.
C'est très important. On finit sur une belle note. Je vous remercie Mais c'est et moi. j'espère à tout bientôt pour continuer la discussion. Merci à vous.